Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous présidez le MoDem et vous venez de publier, chaque été, vous sortez un livre, très souvent en tout cas, mais cette fois, il s'intitule 2012 État d'urgence chez Plomb. Et on comprend bien que vous vous positionnez pour la présidentielle de 2012 et que vous faites un certain nombre de propositions. Depuis 2007, vous parlez de la dette, vous parlez des déficits. Vous devez être content. On ne fait que parler de ça depuis quelques semaines et notamment hier. Je ne suis pas sûr que le mot content soit juste parce que la situation du pays, croyez-moi, enfin vous le croyez, vous en parlez à chaque journal, cette situation-là, elle ne mérite pas qu'on se frotte les mains. C'est une situation d'état d'urgence. J'avais choisi il y a longtemps le titre de ce livre, mais il tombe en effet exactement dans l'actualité du moment, parce que c'est un livre qui dit, au fond, tous ces problèmes-là, ceux que vous avez traités ce soir dans le journal. 36 000 chômeurs de plus en juillet, 36 000 chômeurs de plus en juin, 20 000 chômeurs de plus en mai, et ainsi de suite. C'est accablant. Et puis les déficits qui vont avec, et puis la dette qui va avec, et puis l'absence de croissance. D'où ça vient? C'est ça la question du livre. Nous, ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au pouvoir pour les régler? Parce qu'apparemment... Je veux bien, mais on s'y attaque. On va d'abord... Non, on ne s'attaque pas du tout. Ce qu'a présenté comme plan François Fillon hier, pour vous, c'est rien du tout? Oh, je ne veux pas accabler. D'abord, j'ai de l'estime pour François Fillon. Je sais que la situation du gouvernement est difficile, mais entre nous, c'est des rustines. Vous venez de faire, vous, à l'instant, un billet pour expliquer que, vraiment, mettre un impôt sur le Coca-Cola et sur les sodas, oui, et peut-être... franchement, ça ne correspondait pas à la situation. C'est le moins qu'on en puisse dire. Vous avez écouté le discours de François Fillon hier, j'imagine, en détail, attentivement. C'était un discours qui était fait pour que personne ne comprenne rien. Parce que, au lieu de dire franchement les choses, on a choisi une forêt de mesures illisibles, incompréhensible par le commun des mortels, incompréhensible. J'étais devant mon écran, ou alors je suis plus idiot que d'autres, c'est possible, je vous l'accorde. Je pense pas du tout, c'est pas la question, mais quand même, j'ai envie de dire, vous dites, attention, il faut lutter contre les déficits, attention, la dette, c'est capital, et puis quand on propose un plan... Il est peut-être mal fait, il est peut-être mal ficelé, mais tout de même, on s'attaque au problème. Il y a un état d'esprit général dans lequel maintenant on a déclaré la guerre à la crise. Mais non, tout ça c'est des blagues. Ça fait des années qu'on déclare la guerre entre guillemets, à la crise entre guillemets, et qu'on ne s'attaque pas aux problèmes réels. Alors, le sujet de ce livre, c'est ça. Au fond, si on prend toutes ces questions, et si on se demande quelle est la cause de la dette, du déficit, du chômage, quelle est la cause? La réponse que je propose, c'est la cause, c'est qu'on ne produit plus en France. La cause, c'est que toutes nos ressources, toute la substance du pays s'en va. Par exemple, cette année, nous sommes sur le rythme de 75 milliards de déficit du commerce extérieur. 75 milliards, c'est 75 000 millions d'euros qui s'en vont de nos ressources du pays. Et les emplois partent avec. Tant qu'on ne répondra pas à cette question-là, on ne pourra pas répondre à la question de la dette. Mais alors, ça veut dire que vous dénoncez la mondialisation et pas vous êtes quoi, comme Arnaud Montebourg qui veut la démondialisation? Pas du tout. Si vous avez lu ce livre, il dit exactement le contraire. Il dit la démondialisation, c'est un leurre. Mais il dit une chose, le livre dit une chose simple. Le livre, c'est vous, hein? Oui, c'est moi. Oui. Ah oui, sûr, oui, sans le moindre doute. Mais la thèse que je défends dans ce livre, c'est celle-ci. Nous avons sous les yeux, à nos portes, des pays, pas seulement un, mais en tout cas un, qui était il y a 7 ans dans une situation plus compromise que la nôtre, plus difficile que la nôtre. Et tous les journaux télévisés que vous présentiez à l'époque disaient « Mais attention, l'Allemagne va très très mal ». Aujourd'hui, on fait 75 milliards de déficit, ils font 150 milliards d'excédents. Et en Allemagne, ce qui licencie aujourd'hui, c'est l'Agence pour l'emploi, parce qu'il n'y a plus de chômeurs. Donc, on suit le modèle allemand, mais bon, ça... On essaie de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et ce qu'ils ont fait est à la fois, je crois, très efficace et très simple. Ils se sont posé la question de tous les obstacles devant la production allemande. Ils ont supprimé tous les obstacles et ils n'ont pu le faire que parce qu'ils ont mis en place une majorité politique nouvelle
qui était une majorité centrale, centre-gauche, centre-droit. Monsieur Schröder, qui est celui qui a présenté ce plan, qui s'appelle Agenda 2010, socialiste, Monsieur Schröder a fait éclater sa majorité de gauche pour pouvoir défendre un plan que la gauche de la gauche n'aurait pas accepté. Donc aujourd'hui, François Bayrou, vous dites, moi, je suis disponible pour une nouvelle majorité, qui soit centre-gauche ou centre-droit. Centre-gauche et centre-droit. Il faut une majorité centrale en France. Un peu de droite, vous comprenez? un peu non, de pas gauche, d'un peu. Surtout pas d'un peu. Autour de vous. Surtout pas d'un peu. D'abord, je ne dis pas moi, contrairement à ce que vous avez dit. Je dis au contraire que notre pays peut s'en sortir et voilà ce qu'il faut faire. Si quelqu'un d'autre a d'autres idées, qu'il les défende. Mais je dis avec certitude que ça ne pourra se faire qu'en réunissant toutes les forces qui acceptent une idée fondamentale, qui est celle-ci: les problèmes, ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de chez nous. La France, très grand pays industriel, normalement, très grand pays technologique, on sait faire plein de choses, on sait faire des avions, on sait faire des satellites, on sait faire des voitures, on sait faire des tas de choses. Comment se fait-il que nous ayons déserté des secteurs entiers de la production du pays? Là est la question centrale. Il y en a une deuxième, mais que j'expose parce que c'est on revient à la production, oui, bon, c'est l'éducation, vous dites évidemment, mais quand même la production, vous donnez des exemples d'entreprises françaises, effectivement, qui ont été parfois relocalisées, voilà. J'ai envie de dire, ce sont des jolies histoires, et c'est touchant, et tant mieux, mais enfin, est-ce qu'on peut l'appliquer sur un niveau beaucoup plus important, sur un niveau beaucoup plus large, en France, aujourd'hui? Si on répond non à la question, on ne peut pas l'appliquer. Alors ça veut dire qu'on est mort. Ça veut dire que là, à ceux qui vous écoutent, aux auditeurs, aux spectateurs, vous dites, c'est fini. Et moi, je ne signerai jamais cet acte de capitulation. Jamais. Le devoir des responsables politiques, en tout cas tels que je les imagine, nous sommes devant une guerre qui est en train de nous asphyxier. Cette guerre-là, il faut la livrer avant de la gagner. Et pour l'instant, ce que je remarque, ce que je crois, ce qui me frappe, c'est qu'on ne la livre pas. Alors, François Bayrou, vous proposez dans votre livre, et je le mets un peu en parallèle avec ce qu'a proposé hier le gouvernement, vous dites, en fait, pour combler les déficits, il faudrait augmenter la TVA de 2 points, il faudrait avoir une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, passer de 41 à 46 et créer même une tranche à 50% pour les plus hauts revenus. Oui. Et puis, il faut donc regarder le modèle allemand. Et il faut baisser les dépenses inutiles. Alors, les dépenses inutiles... Et maintenir les dépenses utiles. Oui, l'éducation, c'est une dépense utile. Voilà. Je propose qu'on sanctuarise. Oui, mais c'est un peu contradictoire. Parce qu'il non, ce n'est pas contradictoire du tout. On fait des économies, mais on ne touche pas à la règle, à l'éducation, par exemple. Voilà. Du tout. Mais parce que quand vous avez une chose qui est cruciale pour votre avenir, c'est pas cette chose-là qu'il faut diminuer. Donc, où est-ce qu'on diminue? Il faut la soutenir. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ça ne se fait pas comme ça en disant « alors dites-moi dans les 30 secondes ». Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il y a des dépenses qu'il faut d'abord abaisser, des dépenses de train de vie de l'État. Il faut le faire avec l'État et les collectivités locales. Et je sais bien que ça demande un effort. Les collectivités locales sont à gauche très majoritairement. L'État est dans la majorité actuelle. Il faudra naturellement faire des efforts partagés par tout le monde. Il faut baisser un certain nombre de dépenses. Il faut baisser des dépenses de train de vie de l'État. Alors justement, Jean-Louis Borloo, par exemple, au passage qui se place un peu au centre, en face de vous, en quelque sorte, lui dit qu'il faudrait baisser le salaire des ministres. Martine Aubry dit, moi, je baisserai le salaire du président. Ça commence par ça ? J'ai été interrogé sur un plateau, j'étais chez Laurent Ruquier il y a 1 mois et demi. On m'a dit quelle est la première mesure que vous prendriez. J'ai indiqué celle-là. Ils vous ont copié? Pas du... J'en sais rien, c'est leur affaire. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai indiqué. Donc quoi, baisser le salaire du président, baisser le salaire du ministre et des députés? Pas du tout parce que ça va apporter de l'argent. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est simplement parce que c'est symbolique de cette volonté
que les gouvernants devraient avoir de montrer aux citoyens qu'eux aussi, ils en prennent une partie sur leurs épaules. Donc vous applaudissez les grands patrons qui ont signé cet appel, oui. où ils disent taxez-nous. J'applaudis avec un enthousiasme mesuré, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas volontaire. L'impôt, ça doit être un impôt décidé par tous et pour tous. Et donc j'ai proposé, moi, qu'on passe la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu de 41 à 45% et qu'on en fasse une seconde pour les plus hauts revenus à 50%. Voilà, donc ça n'apportera pas des milliards, mais ça veut dire quelque chose, vous comprenez ? Ça veut dire on va demander des efforts à tout le monde. Donc la taxe des 3% hier sur les plus de 500 000 euros annoncée par François Fillon, c'est un bon début ? Oui, c'est cosmétiquement un pas mauvais début, mais enfin c'est des petites choses tout ça. Hein. Je préfère un impôt sur le revenu que des taxes transitoires, même à 3%, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Il y a eu un échange un peu de balles coupées assez violent entre Alain Minc et vous, à travers l'hebdomadaire Le Point. Lui dit que vous êtes un peu un populiste, un imprécateur, que vous jouez à Apocalypse Now, ou vous lui dites que faire de lui un chef d'entreprise, c'est comme confier à un sociologue la gestion d'une charcuterie. Enfin bref, ça... La phrase n'est pas de moi, mais vous savez, autrefois, il y avait des duels. Ça avait beaucoup d'inconvénients, ça avait quelques avantages. Quelqu'un qui venait vous chercher, au moins vous pouviez, au 19e siècle, Clémenceau a fait ça, Jaurès a fait ça, vous pouviez aller sur le pré, comme on disait, et puis régler la question, et après c'était fini. Alors les duels sont interdits, heureusement... Vous l'auriez fait. Et comme ils sont interdits, il reste le duel à la plume. Et moi, je trouve que c'est un bel instrument de duel. Alors, il m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie de faire ça. Je l'ai fait avec Alain Minc, en effet. Mais c'est un message à Nicolas Sarkozy ou bien c'est plus personnel pour Alain Minc parce que message, vous avez cité des phrases. Alain Minc s'est mêlé de... bien fait. Donc c'est personnel sur Alain Minc parce que... la critique dans Le Point du livre que je viens de sortir en disant des choses qui étaient absolument le contraire de ce que j'avais écrit. Par exemple, il dit Bayrou, il s'attaque aux élites. Il n'y a pas une ligne sur les élites dans le texte. Ou bien François Bayrou, il se prononce pour le protectionnisme européen. Il y a un chapitre spécial dans le livre pour expliquer que le protectionnisme européen, c'est un leurre. Et j'ai donc trouvé qu'on ne peut pas donner des leçons sans avoir le minimum de décence de lire les livres qu'on défend. À la ligne. Je vous demandais cela parce que sur Nicolas Sarkozy, il y a un chapitre où justement vous êtes un petit peu plus indulgent que dans le passé, si vous vouliez un peu vous rapprocher de la droite, ne pas vous aliéner un certain nombre de gens à droite. Peut-être vous pourriez essayer de considérer comme nous, que quand on dit quelque chose, ça veut dire quelque chose en soi. Alors, on y croit. Les 3 premières années de son mandat, Nicolas Sarkozy a fait des choses que je considère comme nuisibles à la France et comme contraires à l'idée que je me fais des valeurs élémentaires que la démocratie porte. Et puis, depuis 1 an, il s'est un peu... modifié, en tout cas, il se contraint plus, il se maîtrise plus, je le dis, voyez. Alors, c'est pas des stratégies, c'est pas des manœuvres, ça n'efface pas les erreurs qui ont été faites. L'affaire Tapie, par exemple, est une chose que je pense être le scandale de la Ve République. Ça ne l'efface pas. Mais quand quelqu'un fait des efforts, on peut aussi le reconnaître, on n'est pas en guerre civile perpétuelle. Je me suis battu contre Sarkozy, peut-être plus qu'aucun des responsables politiques français, parce qu'il le méritait. Si ça va un peu mieux, je trouve qu'il faut le dire. Entre François Hollande et Martine Aubry, c'est qui votre favori ? Je n'ai pas de favori, je n'appartiens pas au Parti socialiste et je n'ai pas l'intention de participer aux primaires. Merci beaucoup François Bayrou. 2012, l'état d'urgence. État d'urgence, c'est chez Plon. Restez avec nous. On va parler de notre sondage après le journal avec Bernard Sananès et Agatio Pereira. Restez avec nous.